Madame, Messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau pour ce nouveau numéro de votre émission Autour du Plan. Autour du Plan, une émission d'analyse politique. Nous allons passer en revue en tout cas l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'actualité est dominée par les préparatifs électoraux pour 2023. Alors tout passe par la désignation du président de la CENI. Malheureusement, ce président de la Commission électorale nationale indépendante n'est toujours pas connu jusqu'à présent. Ce processus bat de l'aile jusqu'à aujourd'hui. Les confessions religieuses ne parviennent pas à trouver un consensus autour d'un candidat commun. Alors, nous allons nous poser la question au courant de cette émission si ces manœuvres risquent de nous plonger dans une crise pour d'aller vers le dialogue en République démocratique du Congo. Est-ce que le scrutin de 2023 sera reporté avec ces manœuvres qui sont constatées autour de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante? Nous allons également parler de la profanation des églises catholiques et attaques verbales contre le cardinal Fridolin Ambongo. Est-ce que cette guerre, c'est une guerre ouverte entre l'UDPS, le parti au pouvoir, et l'église catholique? Nous allons également nous poser cette question au cours de notre émission de ce soir. Nous allons parler aussi des mouvements associatifs en République démocratique du Congo, les ONG, les ASBL. Est-ce que ces mouvements, tous ces mouvements associatifs sont des partis politiques déguisés? Nous allons tenter de réfléchir là-dessus. Pour en parler, aujourd'hui, nous recevons Maître Georges Kalonji, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Maître Georges Kalonji, vous êtes avocat de profession, vous êtes analyste politique, vous êtes également coordonnateur de plusieurs associations, des mouvements associatifs, entre autres COGEP International, Ligue panafricaine Umoja et Association pour le changement de mentalité. Bienvenue dans notre émission. Merci de m'avoir invité sur votre plateau pour débattre aussi des questions de l'air. Je vous en remercie pour ça. Alors, sans plus tarder, comme vous le savez, Maître Georges, l'actualité reste dominée par le processus de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Les confessions religieuses avaient bénéficié de 48 heures de temps additionnels leur accordés par l'Assemblée nationale, mais toujours pas de compromis autour d'un président commun de la Commission électorale nationale indépendante. Vous, en tant qu'analyste, dites-nous, qu'est-ce qui peut être le point d'achoppement entre ces différentes confessions religieuses? Oui, déjà, je peux dire que selon ce que la loi exige, il est impératif et obligatoire à ce que les confessions de la société civile puissent désigner un représentant ou le président de la CENI qui pourra certainement conduire le processus électoral en bon train pour éventuellement organiser les élections. Et ce qui fait du coup, les confessions religieuses devaient se retrouver éventuellement pour faire un choix judicieux sur la personne qui devait remplacer Corneille Nangaa. Nous avions suivi le processus. Il y a eu plusieurs candidats qui ont déposé leur CV afin de pouvoir occuper ce poste, mais qui, après avoir éliminé un grand nombre de personnes qui avaient déposé leur CV, nous sommes restés avec quelques-uns, donc je pense 5 ou 2. Et c'est autour de toutes ces personnes-là qui sont restées que les confessions religieuses devaient, n'est-ce pas, désigner la personne qui devait remplacer Corneille Nangaa. Donc, il y a toutes les confessions religieuses, il y a les catholiques, les protestants, l'église kimbanguiste, l'église de réveil, l'église anglicane et les musulmans. Donc, mais seulement la désignation devait se faire par consensus, de manière à pouvoir trouver
quelqu'un qui devait répondre aux aspirations de... Mais jusqu'à présent, pas de consensus. Toutes les confessions religieuses, oui. Si jusqu'à ce jour qu'il n'y a pas de consensus, c'est là où nous devons nous poser la question, pourquoi il n'y a pas de consensus. Mais seulement vous devez savoir aussi la charte qui régit toutes ces confessions religieuses. Il y a deux modes de désignation. Lorsqu'il n'y a pas de consensus, on passe par le vote. Mais il se fait qu'il n'y a pas de consensus. Parmi les autres confessions religieuses, posent des problèmes sur les personnes qui doivent remplacer Corneille Nangaa. Oui. C'est là où il y a un peu un point de divergence. Donc je pense qu'ils doivent quand même comprendre que plus ça traîne, plus ça bloque. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a constaté qu'il y a deux blocs de confessions religieuses. Il y a d'un côté l'Église catholique et l'Église protestante, et de l'autre, il y a les 6 autres confessions religieuses. Pour l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, l'Église protestante, donc, il y a des soupçons qui peseraient sur un candidat, bien qu'eux-mêmes ils ne veulent pas dire le nom de ce candidat, mais c'est un secret de polichinelle. Nous tous, nous connaissons qu'il s'agit bien de Denis Kadima. Denis Kadima qui est soupçonné d'être proche du chef de l'État par les catholiques et les protestants, alors que les 6 autres confessions religieuses rejettent cela. Entre les deux blocs, qui ont raison, qui ont tort? Moi, je pense que c'est un faux débat autour des individus. C'est vrai que celui qui va remplacer Corneille Nangaa, c'est un individu, c'est une personne qui doit remplir des conditions requises pour qu'il remplace Corneille Nangaa. Mais de divergences autour des rapprochements, que tel est proche de tel, donc ça c'est un faux débat. Parce que mais se pose aussi un problème d'éthique. Hein? Vous vous souviendrez que pour désigner un candidat, oui. Il fallait remplir un certain nombre de conditions. Il y a eu des préalables dès le début. Donc, ces gens qui se sont retrouvés présentement dans les carrés magiques se sont retrouvés là sur base d'un certain nombre de conditions. Parce qu'il y a eu plusieurs candidats, comme je l'ai dit au début. Il s'est fait que ceux qui sont là, certainement, ils ont rempli un certain nombre de critères. Mais quand on se concerne la question des rapprochements, qui tel est proche du gouvernement, ça c'est un faux débat. Mais comment est-ce que ça peut être un faux débat dans la mesure où le chef de l'État a les objectifs pour 2023, alors que vous prenez quelqu'un qui serait proche de lui, président de la CENI, alors qu'il y a déjà des soupçons, ce qui concerne déjà la Cour constitutionnelle. On nous dit que le président de la République avait installé quelqu'un qui serait proche de lui. Vous ne voyez pas que ce sont des manœuvres que le pouvoir de Félix Tshisekedi est en train de manigancer pour gagner les élections Même de 2023. Nous abordons la question liée à la Cour constitutionnelle. Je pense qu'il y a aussi un critère. Vous savez qu'il est prévu pour avoir les 9 membres de la Cour constitutionnelle, il y a des composantes. Il y a le Parlement qui envoie ses délégués, il y a le président de la République qui envoie ses délégués, et puis le Conseil supérieur de la magistrature. Mais justement... Et ces gens-là doivent répondre à un certain nombre de critères pour qu'ils se retrouvent à la Cour constitutionnelle. Donc, être proche, moi, je trouve que c'est un débat. Revenons au cas de M. Kadima. Ça aussi, c'est un faux débat. Est-ce que les rapprochements est lié beaucoup plus à sa province ou les rapprochements est lié beaucoup plus à son appartenance politique? C'est là où l'Église catholique doit expliquer qu'il y a des rapprochements par rapport à son appartenance tribale, provinciale, ou par rapport à son appartenance politique. Mais l'Église catholique n'arrive pas à dire cela. Il dit qu'il y a des soupçons, que le monsieur est proche du gouvernement, il est proche du président de la République. Ça, c'est un faux débat. Il faut que l'Église catholique, d'ailleurs, quand je parle de l'Église catholique, au sein de l'Église catholique, il y a tout le monde, il y a la représentativité de toutes les provinces. Mais la SENCO, qui est une structure de quelques individus, qui veulent, n'est-ce pas, indexer des personnes qui, du reste, ces personnes-là ont été désignées par leur confession religieuse. Mais pourquoi est-ce qu'en 2020,
les gens ont contesté Rossard Malonda. Oui, effectivement, les gens ont contesté Rossard Malonda. N'est-ce pas parce qu'il était soupçonné d'être proche du pouvoir de Joseph Kabila? Non, moi je pense que c'était pas ça. C'était beaucoup plus par rapport à ce processus électoral qui était un peu biaisé. Il était le directeur exécutif de la CENI. Il semblerait, moi je ne peux pas confirmer ou affirmer, qu'il a eu à manigancer pour que Joseph Kabila soit élu comme président de la République. Ça, je ne confirme pas, je n'affirme pas, mais c'est ce qui s'est dit dans les officines. Mais du moins pour M. Kadima, je ne suis pas là pour le défendre, mais je pense que l'église, M. Kadima a été désigné par l'église Kimbangiste, qui est une confession religieuse. Si l'église catholique pense que M. Kadima, qui a été désigné par la confession religieuse Kimbangiste, et que ce dernier est proche du pouvoir, en d'autres termes, l'église catholique va en guerre contre l'église Kimbangiste, parce que l'église Kimbangiste peut aussi contester. Celui qui a été qui représente l'église catholique dira non, il est proche de Ambongo. Vous voyez, nous ne pouvons pas entrer dans ce débat qui, du reste, ne va pas nous amener à un résultat escompté. Voyons beaucoup plus sur des personnes qui remplissent des conditions requises. Est-ce que M. Kadima remplit des conditions requises? Des conditions techniques, bien évidemment, oui. Est-ce que c'est un expert? S'il est expert, oui. Mais s'il ne remplit pas des conditions et qu'il y a quelqu'un d'autre d'une autre confession religieuse qui remplit toutes ces conditions, le problème, ce n'est pas la personne de Kadima, le problème, c'est la personne qui remplit des conditions. Et c'est cette personne-là qui doit être élue. Si les autres confessions religieuses ont porté l'air dévolu sur M. Kadima, c'est qu'ils ont estimé que c'est celui qui remplit des conditions. Et pourquoi l'Église catholique ou l'église du Christ au Congo peuvent remettre en cause ce que les autres font et qu'ils cherchent à ce que quelqu'un de plus proche qu'eux soit désigné. D'ailleurs, je vais vous dire, vous devez savoir une chose. Toutes les confessions travaillent sur base de consensus. La désignation même c'est sur base de consensus. Et toutes ont une seule voix. Chacune des confessions religieuses a une voix. Dans les droits de vote, vous n'avez pas deux voix pour désigner une telle personne. Il ne faudrait pas que les autres puissent se croire au-dessus des autres. C'est comme si nous étions à l'université où il y a un cours de pondération plus élevé que d'autres cours et que si vous échouez à ce cours-là, donc les autres cours-là, c'est... Donc toutes les confessions religieuses sont égales. Oui. Toutes les confessions religieuses sont égales. Donc, il n'y a aucune confession pour la désignation est plus supérieure que l'autre. Et cette confession n'a pas plus de pondération que d'autres confessions. Mais Maître Georges Kalonji, nous sommes en train de suivre le processus. Il y a des tentatives de corruption qui ont été dénoncées par l'Église catholique notamment et l'Église du Christ au Congo. Ces tentatives seraient orchestrées par certains conseillers du président de la République. Dans un rapport également, Transparency International a dénoncé que 5 des 8 chefs de confession religieuse auraient touché chacun 75 000 $ pour pouvoir voter un candidat que Transparency International n'a pas cité. L'Église du Christ au Congo, l'Église catholique viennent confirmer qu'il y a eu certains chefs de confession religieuse qui ont, au cours des plénières, témoigné qu'il y a eu des menaces. Il leur avait été demandé de voter pour X candidats. N'est-ce pas, cela frise une certaine manière de vouloir corrompre le processus? Vous savez, je suis juriste de formation et avocat de profession. Je ne peux en aucun cas accepter les actes de corruption qui entameraient le processus électoral. Oui. Je ne peux pas. Si il y a des actes de corruption dont les chefs des responsables des confessions religieuses, je pense que ça, c'est très grave. Mais encore, faudrait-il savoir réellement, est-ce qu'il y a eu corruption?
Parce qu'il ne faut pas affirmer qu'il y a eu des corruptions, il y a eu des tentatives de corruption. Il a même dit que ces chefs religieux-là l'ont dit pendant les plénières et ça se trouve dans le rapport. Oui, je pense que, vous savez, et les corrompus et les corrupteurs sont poursuivables devant la justice. Si l'abbé Ambongo a des éléments de preuve... Ambongo. Ça, c'est l'abbé Nchole qui l'a dit, le secrétaire de la Senko. L'abbé Nchole, si il a des éléments de preuve prouvant noir sur blanc qu'il y a eu des tentatives de corruption et qu'il y a eu des corruptions et que certains responsables des confessions religieuses auraient touché 75 000 $, je pense que ce n'est pas dans le média que cela doit se dire. Il y a des instances habilitées, n'est-ce pas, pour éventuellement interpeller ceux qui ont été corrompus et ceux qui ont corrompu. Je pense que ça, nous allons tirer les choses au clair. Que passer dans les médias, il y a une tentative. Vous savez, même l'infraction de tentative de corruption est punissable de la même manière que l'infraction de corruption. Parce qu'il y a une tentative. Il y a des instances habilitées, il ne faut pas passer et faire des déclarations. Donc je conseillerais d'aller déposer de déposer une plainte, de dire voilà, nous avons été contre tentés. D'autres chefs de confession religieuse. Non, contre ceux qui ont tenté de corrompre. Okay. Et ceux qui ont tenté de corrompre, ils doivent déposer des plaintes pour dire non, voilà, telle personne tentée est venue me tenter et voilà, je viens l'accuser. Donc, il ne faut pas faire, faire comme des politiciens. Vous savez, aujourd'hui au Congo, ce que nous remarquons, c'est que lorsque on fait certainement donner une opinion sur quelque chose, ou bien lorsque vous tentez de faire quelque chose qui ne marche pas, et que vous pouvez faire ça d'une autre manière. Mais ils sont intellectuels, ce sont des abbés, je les respecte beaucoup, mais ils ont aussi droit de saisir les instances judiciaires pour fustiger le comportement des corrompus et des corrupteurs. Au cours d'une plénière des confessions religieuses, il a été proposé d'ailleurs que les candidats sur qui peseraient des soupçons d'appartenance à un camp politique ou à une personnalité soient écartés. La Senko a accepté d'écarter son candidat Cyril Ebotoko, mais apparemment, du côté du bloc des 6 confessions religieuses, Denis Kadima a été le candidat de la vie ou de la mort. Est-ce que Denis Kadima est inamovible? En dehors de Denis Kadima, il ne peut pas avoir un autre candidat. Non, je pose aussi la question, je ne suis pas là pour vous poser, c'est vous qui me recevez dans votre émission, mais je voudrais aussi savoir, celui qui est proche de la Senko de l'Église catholique, enfin, celui qui a été présenté par l'Église catholique est proche de qui? Il est proche de qui? Il est proche d'Ambongo. Et c'est comme ça qu'on a écarté? Non, ça c'est... La Senko a accepté d'écarter son candidat parce que son candidat était également soupçonné. Soupçonné de quoi? D'être proche de Fridolin Ambongo. D'être proche de Fridolin Ambongo? Oui. Mais écoutez, si... Pourquoi ne pas écarter les 2 candidats? Non, mais carrément. Écoutez, il a été soupçonné d'être proche du cardinal Ambongo. Donc, il a été démantelé. Et qui, pour l'église catholique, ils ont dit, bon, si nous le maintenons, nous risquons d'avoir des problèmes, nous l'avons écarté. Mais vous dites que l'autre est aussi proche du pouvoir. Mais il faut apporter des preuves. Parce que vous avez estimé que le vôtre est proche de tel. Ce n'est pas l'église catholique qui a estimé, ce sont les autres qui ont estimé que Cyril serait proche d'Ambongo. Écoutez, voilà pourquoi la Senko a accepté d'écarter son candidat. Mais de la même manière, les autres devaient quand même accepter aussi d'écarter ce candidat. Écoutez, les autres ont fondé l'argument sur base de quoi? Certainement sur base de seulement des preuves, n'est-ce pas? Qu'à ce moment-là, ils ont dit non, tel est proche d'Ambongo, il faut l'écarter. Et que Ambongo a estimé, ou la Senko a estimé, effectivement, il est proche d'Ambongo et consort, nous devons l'écarter. Mais, à ce qui concerne les autres, ou Kadima, ils fondent l'argument sur base de quoi? Mais du point de vue éthique, du point de vue moral, pour apaiser, pour calmer les ardeurs, le mieux serait d'écarter ces 2 candidats pour apaiser les esprits.
Mais est-ce que c'est ça qui a été dit au départ? Est-ce que c'est ça qui a été dit au départ? Si cela a été dit au départ, je suis d'accord que M. Kadima soit écarté. Mais si cela n'a pas été dit au préalable, que lorsque nous allons faire la sélection et que nous estimons que tel est proche de l'autre, nous devons l'écarter. Mais, à mon humble avis, parce que vous savez qu'il est de l'église kimbanguiste, est-ce que l'église kimbanguiste a réagi par rapport à ça? Dit qu'il est proche du pouvoir. L'église catholique avait réagi par rapport à son candidat parce qu'elle a estimé que le monsieur était proche de Ambongo. Mais l'église kimbanguiste, la réaction, est-ce que vous avez suivi la réaction de l'église kimbanguiste? Qu'est-ce que l'église kimbanguiste dit à ce sujet? Silence radio. Justement, silence radio, ça veut dire que elle se reproche de rien. Le monsieur n'a pas de rapprochement vis-à-vis du chef de l'État, je ne sais pas moi. Et puis, si cela était le cas, elle aurait dit l'écarter bien avant. Mais apparemment, ce processus risque de ne pas aboutir à une élection apaisée en 2023. On avait suivi le FCC, la Mouka, qui disait qu'au regard de ce qui se passe, ils ne devaient pas envoyer leurs représentants à la CENI. Là, Ensemble de Moïse Katoum vient également d'annoncer qu'il ne va pas envoyer ses représentants à la CENI. Comment est-ce que les élections vont s'organiser dans ce contexte? Oui, ces élections doivent être inclusives. Donc, toutes les composantes politiques doivent y participer. S'il y a des contestations, je pense que le gouvernement actuel, le régime actuel, doit tenir compte de tout ça, de toutes ces contestations. Ensemble dit qu'il ne va pas envoyer et surtout membre de l'Union sacrée. Son représentant. La Mouka dit la même chose, ainsi de suite. Je pense que ça, ce sont des remous. Donc, il y a des choses, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Alors, je voudrais, pour ne pas parler du dialogue, mais je voudrais qu'il y ait un cadre de concertation entre toutes les composantes, de manière à pouvoir réfléchir sur des questions qui fâchent et les élaguer, afin que nous puissions aller dans des élections apaisées. Que si la Mouka a des revendications et que ces revendications ne sont pas prises en compte, si Ensemble a des revendications et qu'elles ne sont pas prises en compte, et si d'autres organisations, donc vous allez voir que nous n'irons pas dans les élections apaisées. Donc il faut qu'il y ait un cadre de concertation de manière à pouvoir y réfléchir ensemble pour éviter qu'il y ait glissement. Vous avez cherché des mots pour maquiller un dialogue. Quand vous parlez de cadre de concertation, c'est en quelque sorte un dialogue. Vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds. Ça sera un dialogue et on connaît ce que les dialogues nous ont donné dans ce pays. Non, je ne parle pas du dialogue, je parlais d'un cadre de concertation. Ça va s'organiser comment? En fait, ça ne sera pas une forme de dialogue? Le dialogue, c'est tous les jours. Dialoguer, ça dit parler avec. Sur un sujet très important, si un sujet qui fâche ou là où il y a des obstacles. C'est ça le dialogue. Quand je parle de cadre de concertation, il y a des revendications au sein de la classe politique, enfin de quelques individus qui estiment que à l'allure où vont les choses, nous risquons de connaître les glissements. Alors pour éviter qu'il y ait glissement, nous devons nous mettre d'accord sur un certain nombre de points. Alors, ce sont des questions spécifiques, particulières, que les régimes doivent prendre en considération, éventuellement inviter les contestataires pour éventuellement comprendre juste ce qu'ils veulent. Et on ne va pas appeler tout le monde. Il y a la Mouka, il y a l'ensemble, mais les autres... Les autres aussi vont revendiquer. Ils auront besoin d'y venir. Oui, s'il y a des gens il y a d'autres qui vont chercher à venir, on ne peut pas les exclure. Ça va déboucher au partage du gâteau, comme d'habitude. Non, nous ne devons pas nous habituer à cette culture, à ces comportements, où chaque fois
créer des situations de manière à pouvoir créer des concertations, des dialogues, en fait, pour éventuellement avoir un poste. Non, non. Ici, je parle sur une question spécifique, sur le processus électoral. Je ne parle pas de la crise politique. Vous comprenez? Je ne parle pas de la crise politique. Je parle sur les processus électoraux. Vous savez, la Mouka a parlé, il a dit qu'il fallait tout d'abord qu'on puisse revoir la loi électorale, n'est-ce pas? Oui. Il y a d'autres qui disent non, il faut au préalable, il faut désigner. Toutes ces divergences-là, qu'est-ce qui est prioritaire? Ça ne pourra pas se faire avant 2023, oui. Tout cela. Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce qu'on doit revoir la loi électorale? Encore faut-il savoir, vous savez qu'il y a aussi le problème des fichiers électoraux. Il y a nos frères et sœurs qui ne se sont pas enrôlés et qui ont déjà atteint l'âge de la majorité. Toutes ces questions-là, il y a un problème de fichiers, ceux qui sont décédés. Maître Georges Kalonji, tout cela ne va pas se faire avant 2023. Et si on va au-delà de 2023, ça sera un glissement. Et qui dit glissement, dit dialogue, partage du pouvoir. Écoutez, techniquement parlant, à mon humble avis, au stade actuel, il est difficile que les élections puissent s'organiser en 2023. Ah bon? Techniquement parlant, parce que, tout d'abord, nous n'avons pas encore un président de la CENI. Oui. Deuxièmement, les fichiers n'est pas encore révisé. Il y a un problème d'enrôlement. Toutes ces questions-là, la loi électorale pose problème. Il faut... Voilà pourquoi j'ai parlé de cadre de concertation. Donc vous préconisez un cadre de concertation. Pour éviter qu'il n'y ait pas de glissement, il faut qu'il y ait un cadre de concertation pour discuter sur toutes ces questions. Éviter que nous puissions glisser. Il y a aussi les arriérés. Il n'y a pas eu des élections municipales, locales, consorts, tout ça. Voilà pourquoi il faut que les leaders politiques puissent se mettre autour d'une table, discuter sur toutes ces questions, puis voir ce qu'il faut pour éviter qu'il y ait glissement et puis des contestations plus tard. Voilà, nous allons y revenir tout au long des différentes émissions, beaucoup des différentes analyses que nous allons avoir avec tous les autres acteurs politiques. Il y a également un autre dossier, on a suivi le week-end. À Mbujimayi, les églises catholiques ont été profanées par des personnes non autrement identifiées. Il y a ici à Kinshasa, la résidence du cardinal Ambongo a été assiégée par des personnes non autrement identifiées. Cette désacralisation des ornements liturgiques, qu'est-ce que nous pouvons dire, Maître Kalonji? Comment qualifiez-vous ce comportement de ces personnes qui jusque-là ne sont pas encore identifiées? Tout d'abord, je tiens à condamner fermement ces actes de barbarie qui n'honorent pas la République. Vous savez, les églises sont des lieux sacrés que nous devons vraiment avoir beaucoup d'égard et beaucoup de respect, parce que c'est là où nous venons prier, nous venons entrer en contact avec notre Dieu. Donc, se permettre d'aller profaner une église, c'est abominable. Je condamne ces actes de barbarie, d'une sauvagerie primitive. Parce qu'on ne peut pas admettre, au XXIe siècle, il y a des gens qui ont, excusez-moi le terme, ils ont des instincts sauvages. Aller toucher les objets sacrés. Les objets sacrés, ça c'est condamnable. Quelle que soit votre appartenance politique, quelle que soit votre opinion, vous n'avez pas le droit d'aller toucher à un lieu sacré, à une église. Ça c'est inacceptable. Et je pense, je profite de l'occasion pour interpeller notre justice de mener des enquêtes sérieuses afin de pouvoir identifier les auteurs de ces actes et les traduire devant la justice et qu'ils soient condamnés pour que les autres qui tenteront de faire la même chose puissent éviter de le faire. Mais est-ce que cette attitude n'est pas la conséquence des discours incendiaires de certains, de certains acteurs politiques? Parce qu'on a suivi le secrétaire général de l'UDPS au cours devant ses militants, dire à ses militants que nous ne sommes pas les gens de Ambongo ni de Ncholé. Fridolin Ambongo ne peut pas nous impressionner par rapport à son statut, et le lendemain on a vu tout ce qui s'est passé.
On peut dire qu'il y a les relations entre ce que Augustin Kabouya a dit et ce qui s'est fait. Est-ce que ça peut être les proches d'Augustin Kabouya ou les militants de l'UDPS? Non, écoutez, je ne peux pas attribuer ces actes de vandalisme à un parti politique ou à un regroupement politique. Donc, non, je ne peux pas le faire parce que jusque-là, vous avez dit clairement, ce sont des personnes non autrement identifiées. Donc, on ne peut pas dire que ce sont les militants de l'IDPS qui sont allés vandaliser. Donc, ce sont des inciviques, des bandits, des grands chemins qui se sont comportés comme tels et que nous ne pouvons pas indexer ça à un parti politique quelconque. Mais ce sont des personnes non identifiées qui ont repris ce que Augustin Kabouya disait. En tout cas, moi je n'ai pas suivi. Augustin Kabouya a envoyé les gens d'aller vandaliser l'église. Il n'a envoyé personne, mais ces gens-là ont repris. Non, ces gens-là, en tout cas, j'ai suivi aussi dans les médias comme tout le monde. Ils n'ont pas cité le nom de l'IDPS, moins encore d'Augustin Kabouya. Ça, je n'ai pas suivi. Nous avons seulement constaté qu'il y a des délinquants qui sont allés faire ce qu'ils ont fait. Bon, aussi, si peut-être, au sein des partis politiques, il y a peut-être des remous, il y a peut-être des mésententes, des mécontentements, j'allais dire. Il faut que nous essayions de faire la différence entre une opinion politique et un lien sacré. Donc, dans les débats d'idées, nous devons transcender nos émotions. L'Église catholique, c'est une église universelle. Elle reçoit tout le monde. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un regroupement politique ou bien une tribu, je ne sais pas. Mais l'Église, c'est une confession qui reçoit tout le monde. Donc on ne peut pas peut-être partager d'une opinion d'un évêque que les gens puissent se rabattre à l'Église catholique. Non. Là, je condamne. Si Ambongo a ses opinions qui n'engage que lui, ça n'engage pas l'Église catholique. D'ailleurs, c'est la Senco qui décide, ce n'est pas Fridolin Ambongo qui décide au nom de l'Église catholique, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens peuvent commencer à s'apprendre à Fridolin Ambongo en tant qu'individu. Il aurait fallu s'attaquer à la Senco au lieu de s'attaquer à... Bon, en fait, là, il faut aussi faire la différence. Écoutez, la Senco est dirigée par... Marcel Outem, qui est le président. Il y a, je ne sais pas, Chol il est le porte-parole. Il est le secrétaire le porte-parole. Ambongo, c'est un cardinal. Vous comprenez? Oui. Il a ses opinions personnelles. Vous comprenez? Oui. Ses opinions personnelles. Mais par contre, la Senco, c'est comme une association. Qui regroupe les abbés et consorts. Mais est-ce que les évêques de l'Église catholique, est-ce que les décisions prises par la Senco engagent impérativement toute l'Église catholique? Parce que vous allez voir qu'au sein de l'Église catholique, il y a des abbés qui sont aussi contre. Mais ils ne se sont jamais manifestés. Ben, écoutez, ils ne se sont jamais manifestés, mais il faut seulement voir dans leurs attitudes. Vous allez comprendre que des fois, ils sont contre ce que la Senco prend comme décision. Donc, ça n'engage pas toute l'Église en termes de l'appartenance religieuse, mais beaucoup plus ça engage beaucoup plus ces regroupements-là, la Senco, partant de leur position qu'ils ont vis-à-vis de la politique actuelle. Revenons sur ce que Augustin Kabouya a dit comme déclaration. Est-ce que cela n'est pas une... Parce que l'Église du Christ au Congo a également fait des déclarations de la sorte, mais on ne voit pas l'Église du Christ au Congo être indexée de la sorte. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une guerre ouverte entre l'Église catholique et le parti au pouvoir? Une guerre ouverte entre l'Église catholique et le parti au pouvoir, je l'ai dit au début, ne confondez pas la Senco à l'Église catholique.
Mais au Congo, c'est la Senko qui engage l'Église catholique. Oui, la Senko engage l'Église catholique, mais toutes les décisions prises par l'Église catholique, la Senko n'est pas appliquée par les fidèles de l'Église catholique. Vous comprenez? Si vous dites qu'il y a maintenant une guerre entre l'Église catholique et l'UDPS, c'est comme si vous disiez aussi aux fidèles de l'Église catholique d'engager une guerre contre l'UDPS. Or, au sein de l'Église catholique, il y a les militants de l'UDPS. Donc, c'est une histoire de quelques individus qui ont pris une position, mais qui dirait que cette position n'engage pas impérativement tous les fidèles de l'Église catholique. Il arrive des fois l'Église catholique organise des marches. Ou est-ce que c'est tous les fidèles de l'Église catholique qui les fidèles vont à la marche? Non, d'autres contextes disent nous n'irons pas, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une guerre entre l'Église catholique et l'UDPS. D'ailleurs, l'Église catholique, c'est une confession religieuse, et l'UDPS, c'est un parti politique. L'Église catholique a pour mission d'amener les âmes perdues vers Christ, et le parti politique a pour mission de conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. Donc, c'est deux objectifs diamétralement opposés. Mais il se pose un petit problème peut-être sur les questions de point de vue, sur des questions aussi spécifiques. Ça ne peut pas être un leitmotiv ou bien une occasion pour que la guerre soit déclenchée entre deux structures qui ont des objectifs diamétralement opposés. On se souvient bien sûr l'Église catholique, l'Église en général, c'est pour aller chercher les âmes perdues. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas au sein de la société, l'Église hausse les tons. On l'a vu à l'époque de Mobutu, l'Église catholique était en opposition avec le régime de Mobutu. On a vu sous le régime Kabila, l'Église catholique était en opposition. À l'époque, c'était le cardinal Etchao qui était sous Mobutu. Sous Joseph Kabila, c'était Laurent Mosengo. Et maintenant, avec le régime de Félix Tshisekedi, c'est Fridolin Ambongo qui est le chef de l'Église catholique aujourd'hui. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tous les régimes qui ont mené la guerre contre l'Église catholique ont perdu. On a vu Mobutu partir, dans quelles circonstances? On a vu Joseph Kabila partir. Est-ce qu'on ne peut pas craindre aujourd'hui que Félix Tshisekedi soit perdant de cette bataille? Non, écoutez, le contexte n'est pas le même. À l'époque de Mobutu, si l'Église catholique avait haussé le ton, c'était par rapport à la dictature de Mobutu. Cette dictature décriée par même la communauté internationale, où dès 32 ans de règne sans partage, il y a eu des cas de violations des droits de l'homme, il y a eu, le pays avait sombré, il y a eu des situations très graves. Alors l'Église catholique ne pouvait pas rester unanime face à cette situation. C'est comme ça qu'elle s'était investie, impliquée, pour que Mobutu puisse comprendre qu'il ne pouvait pas continuer avec la dictature et qu'il devait libéraliser, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait qu'un seul parti, il y en avait un parti unique. Donc il fallait libéraliser l'atmosphère politique pour permettre à ce qu'il y ait plusieurs partis politiques et la démocratie puisse primer. En fait, voilà. Et avec les régimes Kabila, déjà la tendance aller sur la privation des droits et libertés fondamentaux des citoyens, ce qui a fait du coup, l'Église a haussé le ton pour interpeller le régime de Kabila, de pouvoir libéraliser, d'éviter de tout centraliser et de permettre à ce que les élections soient organisées, ainsi de suite. Mais comme je l'ai dit, le contexte n'est pas le même. Est-ce que ce qui s'est passé avec Mobutu, ce qui s'est passé avec Kabila, le fils, c'est la même chose avec ce qui se passe. Si aujourd'hui, comme vous avez dit, l'Église catholique a combattu Mobutu, et Mobutu était perdant, a combattu Kabila, Kabila était perdant, et un combat maintenant à Félix, et que Félix sera aussi perdant, je ne pense pas, parce que le contexte n'est pas le même. Ici, il y a une question fondamentale sur la désignation, n'est-ce pas, du remplaçant de Corneille Nangaa. L'Église catholique pose un certain nombre de préalables sur la désignation. Il y a des petites contestations qui
toutes ces causes n'ont rien à voir avec les régimes. Ce n'est pas Maître Georges Kalonji, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui désigne les remplaçants des Nanga. Ce sont les confessions religieuses. Comment on peut associer cela avec le régime actuel? Peut-être, si cela peut se justifier, c'est peut-être si arrivé en 2023 et qu'il n'y a pas des élections. C'est à ce moment-là, nous allons dire, voilà, l'Église quand même a raison de pouvoir. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas ce qui peut pousser l'Église catholique à combattre le régime de Félix. régimes. Voilà, Maître Georges Kalonji, rapidement, nous allons prendre le dernier sujet de cette émission. Bien que nous courons derrière les temps, je ne sais pas si le temps va nous permettre de finir ce sujet. Vous vous êtes présenté comme coordonnateur de COGEP International, Ligue panafricaine Umoja, et Association pour le changement des mentalités. Ce sont des mouvements associatifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner les objectifs visés par ces trois mouvements associatifs dont vous êtes coordonnateur? Oui, je l'ai dit au début, en fait, lors de votre présentation, vous m'avez présenté comme étant analyste politique. Je fais effectivement les analyses politiques de mon pays et je donne mes opinions, mes points de vue. Au-delà de ça, je suis aussi dans des mouvements associatifs, nationaux comme internationaux. Donc, je suis le coordonnateur de COGEP International, qui est Conseil pour la justice, égalité et pour la paix. C'est une structure internationale qui travaille sur toutes les questions des droits de l'homme, sur les vivre ensemble, dans les actions aussi humanitaires. C'est dans ce cadre-là que je suis dans cette structure. Vous avez vu, la fois passée, nous avons mené une campagne pour... en ce qui concerne les vaccins, que l'OMS voulait imposer aux Africains, et nous avons dit que on ne pouvait pas nous amener un vaccin contre Covid aux Africains sans que l'on puisse associer les Africains dans les études scientifiques pour éventuellement savoir est-ce que ces vaccins-là est compatible, n'est-ce pas, à la peau noire. Donc nous avons mené une campagne de ce sens-là. Nous avons mené aussi d'autres campagnes sur les droits de l'homme. Et récemment, nous avons, dans le cadre humanitaire, nous avons visité nos frères et sœurs musulmans, auxquels nous leur avons donné des moutons et des vaches dans le cadre de la fête de la Tabaski. Ça, c'est pour COGEP. Rapidement, parce que ça nous reste, je pense, 2 minutes. Par contre, COGEP, Ligue panafricaine Umoja, c'est une organisation panafricaine qui milite pour la renaissance africaine, dont je suis le coordinateur en Afrique, au Congo plutôt. Nous travaillons sur la renaissance africaine. Vous savez, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Barthélemy Bouganda, Patrice Emery Lumumba, les grands panafricanistes ont milité pour la renaissance africaine. Et d'ailleurs, le président de la République, c'est l'actuel président en exercice de l'Union africaine. Je pense que c'est l'occasion pour nous de lancer un appel, en fait, que nous puissions valoriser nos valeurs socioculturelles pour que tous les Africains se sentent être capables de faire quelque chose au lieu de regarder ailleurs. Pour Association pour le changement de mentalité. C'est une structure aussi internationale qui est basée en Côte d'Ivoire, dont je suis le 3e vice-président au niveau national, mais au niveau international, je suis chargé de l'administration des questions juridiques. Là, nous travaillons sur des questions de changement de mentalité. Vous savez, lorsque votre cerveau ne fonctionne pas bien, même si on vous donne un poste important, donc vous n'allez pas faire l'utile. Donc, nous travaillons sur toutes ces questions de manière à faire changer la mentalité de nos frères et sœurs africains et des Congolais en particulier. Nous allons, avec votre autorisation, organiser peut-être une émission un peu plus élaborée sur tout ce que vous venez de nous dire ici, parce que vous l'avez dit avec en quelques minutes. Oui, l'État nous fait défaut. Nous allons organiser une émission sur tout cela. Mais avant de terminer, j'aimerais quand même savoir, derrière toutes ces associations, qu'est-ce qui se cache? Parce que
Tout le monde, on voit les ONG des droits de l'homme, les ONG de ceci, de cela, les mouvements associatifs, mais par après, vous verrez ces gens-là devenir politiques. Est-ce que ces mouvements associatifs ne cachent pas derrière les partis politiques? Il ne se cache rien, monsieur le journaliste. Il ne se cache rien, ce sont des mouvements associatifs. Vous avez la loi de 2021 et de 2001 sur les associations. Donc, il est strictement interdit qu'un mouvement associatif puisse faire la politique. Ce sont des mouvements à caractère social, culturel, ainsi de suite. Donc, nous ne sommes pas appelés à faire la politique quand vous êtes dans un mouvement associatif. Mais cela n'est pas interdit de faire une analyse politique. Donc, un mouvement associatif n'est pas un parti politique. Il ne se cache rien. Ce sont des mouvements socioculturels, ainsi de suite, qui n'ont rien à voir avec la politique. Les ambitions, certainement, peut-être vous voulez me poser, vous faites ça, peut-être vous avez des ambitions. Par rapport à vos ambitions personnelles également. Il est interdit à personne de d'avoir une ambition. Mais seulement pour le moment, non. Nous travaillons dans les cadres humanitaires et dans les changements de mentalité. Bien, merci beaucoup, Maître Georges Kalonji. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne 55 secondes pour votre mot de la fin. Et sinon, je tiens à vous remercier pour l'invitation offerte. Je suis très content et surtout votre chaîne. Je vous encourage dans ce que vous faites. Et je pense qu'avec cet élan que vous avez pris, votre émission qui est suivie partout ailleurs sera encore une très grande émission et que vous recevrez encore beaucoup d'invités pour parler sur des questions aussi importantes de l'air. En tout cas, je remercie à toute l'équipe qui nous a assistés pendant ces moments et je pense que je reviendrai pour que nous puissions encore débattre sur des questions aussi importantes. Merci beaucoup au Maître Georges Kalonji. C'était notre invité de ce soir. C'est un avocat de profession, mais également analyste politique. Je le disais ici, il est coordonnateur de plusieurs mouvements associatifs, entre autres COGEP International, Ligue panafricaine Umoja et Association pour le changement de mentalité. Cette émission est arrivée à la fin. Merci à la grande équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention soutenue à cette émission. Autour du plan, c'est déjà la fin. On se retrouve au prochain numéro.